pouvoir commencer. Oui. Donc, bonjour et bienvenue donc à tous pour ce webinaire sur la fraude et la cybercriminalité. Nous sommes navrés de l'incident de lien Teams pour entrer dans le call qui nous a fait prendre un petit quart d'heure de retard. Mais vu le sujet, je pense qu'on accordera un quart d'heure de plus à nos intervenants pour qu'ils puissent faire la totalité de leur intervention. Pour des raisons techniques, on va vous inviter à couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite pour nos intervenants. Et nous allons pouvoir lancer le sujet de cette conférence. Donc, fraude et cybercriminalité, comment protéger son entreprise? Donc, cette réunion a été à l'initiative de Corinne Poyer-Vignal. Vous devez voir les slides qui défilent à l'écran normalement, oui, avec quelques secondes de retard sur moi. Corinne Poyer-Vignal, qui est notre déléguée adjointe sur la région de Clermont-Ferrand. Elle travaille, elle est trésorière au Centre France La Montagne, et c'est elle qui a pris l'initiative en fait d'organiser cette réunion, qu'elle devait tenir en réunion physique à Clermont-Ferrand. Et les conditions sanitaires ont fait que cette réunion a été transformée en webinar que l'on a ouvert en fait à l'ensemble des adhérents de la FTE. Donc merci Corinne de donner cette opportunité à tous de se connecter à ce webinar. Est-ce que tu veux prendre la parole pour bonsoir à tous et toutes, et puis désolé encore aussi pour cet inconvénient. Peut-être qu'on s'est fait hacker notre lien puisque c'est le sujet de la soirée. Je vais laisser la parole à Claire, Armelle et Thierry pour démarrer la présentation. Et je les remercie. Merci Corinne. Donc, avant de commencer de parler de la fraude, je vais vous rappeler que les journées de la FTE seront digitales cette année, ce qui nous donne une belle opportunité d'ouvrir les journées à l'ensemble du territoire français et au-delà de la France, puisque toutes les personnes pourront se connecter aux journées, adhérents comme non adhérents, et ce sera une édition gratuite cette année. On a juste été contraint de le décaler au 24 novembre, hein, donc retenez bien cette date, et on vous invite à vous inscrire sur le site pour aller réserver votre e-siège pour cette manifestation à FTE. Donc pour les interventions de ce soir, donc nous avons convié Armelle Raillard de la société Euler Hermès, qui est responsable des assurances fraude et cyber, ainsi que Thierry Peznec, qui fait partie de la direction de la police judiciaire dans le service Cirasco financier. Et donc, ils vont nous expliquer comment se prémunir contre la fraude aujourd'hui. Alors, j'ai vu que dans le terme Cirasco, il y avait CO, qui, je pense, veut dire criminalité organisée. Peut-être que Thierry nous confirmera que c'est bien cette appellation, qui veut dire que si on est dans des sujets de criminalité organisée, ça veut donc dire que la fraude, aujourd'hui, on n'est pas sur des petits sujets de petits fraudeurs occasionnels, mais que c'est des sujets qui prennent une grande ampleur. Donc, ça fait quelques années qu'on le sait, mais peut-être que l'ampleur est de plus en plus importante. Donc, je vais laisser la parole à nos deux intervenants, que je remercie pour s'être libérés ce soir pour ce webinaire. Et je vais donner quelques secondes, le temps de charger leur présentation. Merci à Armelle et à Thierry pour cette intervention à venir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse, Armelle, vous présenter. Oui, tout à fait. Donc, Armelle Raillard, donc, chez Euler Hermès, et auparavant, j'ai travaillé dans le domaine de la direction de l'information et de l'arbitrage, donc une bonne connaissance du monde de l'entreprise et des rouages et des risques associés. Et donc, Thierry Peznec, je suis chef du Cirasco financier, un acronyme un peu barbare, hein, qui est le service d'information, de renseignement, d'analyse stratégique sur la criminalité organisée. J'ai 18 ans d'expérience au sein de la direction centrale de la police judiciaire et plus particulièrement sur des dossiers qui traitent de la criminalité organisée financière.
pour avoir travaillé sur du blanchiment, du financement du terrorisme et des escroqueries transnationales. Et ce nouveau poste que j'occupe depuis maintenant 9 mois me permet d'établir des états de la menace. Enfin, le service a pour but d'établir des états de la menace pour informer les autorités administratives, judiciaires et politiques sur les conduites à venir et essayer d'être proactif sur les phénomènes à venir. Bon, on va démarrer. Donc, avant de... Sur la prochaine page à suivre, donc commencer par évoquer, avant de rentrer dans le cœur du sujet, savoir clairement ce que l'on parle, de quoi on parle en fait, et ce que c'est que la fraude et globalement qui est concerné. Donc la fraude, qu'est-ce que c'est? Donc sur la prochaine slide, donc une fraude peut revêtir en fait plusieurs formes. Quand on parle fraude aujourd'hui, on pense directement à cyber, mais en fait, il y a d'autres modes opératoires. On peut commencer donc déjà par la fraude interne, qui est en fait tous les détournements de fonds et ou de marchandises qui seraient commis par un salarié. Et on verra que ce n'est pas un non-sujet et que c'est un vrai risque. Nous avons également comme type de risque une fraude que l'on peut appeler par différents noms. C'est à la fois donc la fraude qu'on appelle externe ou fraude par tiers ou fraude par usurpation d'identité. Donc, ce sont tous les détournements de fonds, pareillement, et ou de marchandises qui seraient commis par un tiers, en fait, c'est-à-dire une personne qui n'est pas salariée de l'entreprise. Et enfin, la cyberfraude, que l'on appelle aussi fraude informatique ou malveillance informatique. Ce sont donc tous les types de fraudes qui sont commis par le biais d'outils informatiques. On peut en citer quelques-uns, donc par exemple le phishing. On peut déjà aussi dire ce que c'est que le phishing. Qu'est-ce que c'est en fait? Le phishing, c'est le terme français, c'est le terme hameçonnage. Et c'est une technique qui est utilisée par les fraudeurs qui consiste en fait à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance pour lui soutirer des renseignements personnels, que ce soit des mots de passe ou autres numéros ou validations. Et donc c'est une technique qui est utilisée pour obtenir des renseignements à des fins de réaliser des usurpations d'identité, et c'est là que l'on va voir le lien entre ces différents types de fraude. La cyberfraude que l'on voit beaucoup actuellement, ce sont également les ransomware. Le terme français de ransomware, c'est rançongiciel. C'est en fait un logiciel malveillant qui va prendre en otage des données personnelles, qui va chiffrer ces données, puis demander en fait à son propriétaire d'envoyer de l'argent pour récupérer la clé pour décrypter ces données. Après, ça peut être de destruction de données ou tout ce qui concerne les données de l'entreprise. Donc, avec ces trois types de fraudes, on a balayé l'ensemble des fraudes que l'on peut rencontrer. Sur le prochain slide, pardon Thierry. Non, juste pour la transition, en fait, pour tout ce qui va concerner la criminalité organisée, concernera surtout la fraude externe et les cyberattaques, type ransomware, tout ce qui est phishing et usurpation, ce sont juste des éléments en fait qui permettent de réaliser les fraudes. On va détailler par la suite. Voilà, l'idée c'était juste de planter un peu et savoir de ce que l'on évoquait. Si l'on évoque aussi pour savoir qui est concerné par ces fraudes, on voit donc il y a beaucoup de chiffres au niveau du slide, on va en regarder quelques-uns. Au niveau mondial, on voit que à peu près 50% des entreprises sont concernées et ont subi des attaques. Sachant que globalement, c'est un domaine où il est assez difficile d'avoir des chiffres. En France, on est plutôt surreprésenté puisque 70% des entreprises françaises disent avoir été victimes d'une fraude au cours des dernières années. Donc plutôt une surreprésentation au niveau de la France. D'autres points importants aussi, c'est le fait que plus de 7 entreprises sur 10
ont été victimes d'au moins une tentative de fraude, en 2019 en tout cas. Et si on fait un focus sur les entreprises qui ont subi plus de 10 tentatives de fraude, ce chiffre se monte à 20%. C'est important de parler en fait de ce phénomène de répétition, parce que c'est vraiment le sous-jacent en fait des attaques et des tentatives, parce que les fraudeurs, ils vont multiplier les attaques sur une même cible pour augmenter en fait leurs chances de réussite, jusqu'à ce que le système de défense de leur cible cède. Et donc, on a un fraudeur qui va exploiter toutes les vulnérabilités, qu'elles soient informatiques. Donc là, on voit clairement que dans la situation actuelle, avec une situation de télétravail généralisée, il peut y avoir des failles. Et également, il va exploiter toutes les vulnérabilités humaines. On a coutume de dire que le principal risque se trouve entre la chaise et le clavier. Passé ces tentatives, on voit que presque 3 entreprises sur 10 ont réellement subi une fraude avérée en 2019. Tous ces chiffres, en fait, proviennent de l'étude que l'on réalise avec la DFCG chaque année. C'est la 6e année qu'on fait cette étude. Et l'on peut suivre donc l'évolution dans le temps de ces chiffres. Également, dans les points importants, c'est que les entreprises les plus victimes, donc ce sont tous les secteurs d'activité, bien évidemment, et 80% des entreprises victimes sont des PME, quelle que soit leur taille, petite ou ETI également. Au niveau du prochain slide, donc toujours au niveau de cette étude réalisée avec la DFCG, on a essayé de recenser les principales types de fraude et tentatives de fraude qui ressortent le plus. Les incidents cyber, en fait, constituent le premier risque dans le monde depuis 2019. C'est l'étude d'Allianz qui fait ressortir ce chiffre, parce que c'est assez incontestable. Il faut savoir que ce risque était placé, le risque cyber était placé en 2e position en 2018. Donc le cyber, en fait, c'est à la fois une finalité. On voit dans 1 cas sur 5, on voit l'intrusion dans les systèmes d'information à hauteur de 29%, mais c'est aussi un moyen. Et tous les autres cas qui sont cités, donc que ce soit, et que l'on va détailler par la suite, les fraudes aux faux fournisseurs, toutes les usurpations d'identité, la fraude aux faux présidents et la fraude aux faux clients. Donc, sont cités 4 fois sur 5 dans ce baromètre, et l'usurpation d'identité reste la technique la plus utilisée, avec donc des moyens cyber. Donc, si on détaille maintenant chacun de ces types de fraudes que l'on vient dans le prochain slide, que l'on vient d'évoquer, donc on peut commencer par la cyberfraude, qui est au cœur et qui est au cœur de tous les risques. Donc, comme je disais, à la fois une finalité, donc les attaques par ransomware, les violations de données, c'est effectivement une finalité cyber. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cours de cette année 2020, avec le contexte sanitaire que l'on connaît, que les attaques ont explosé, en fait. Et d'après une étude qui était réalisée donc auprès de 800 chefs d'entreprise, il apparaît que 90% des entreprises françaises ont été victimes d'au moins une cyberattaque au cours de la dernière année. Donc c'est quand même assez considérable. D'autres chiffres également qui sont assez éloquents. C'est une progression de plus de 60%, 67% de progression au niveau des cyberattaques sur l'été dernier. Donc, on voit bien que 100% de la force de frappe des hackers, des fraudeurs, a été redirigée sur le Covid. En fait, les entreprises subissent la pandémie sanitaire avec ses conséquences économiques terribles, des conséquences et des risques de survie.
Et nous sommes quasiment en fait en situation de pandémie numérique. C'est ce que l'on redoutait au début du premier confinement. Je lisais un article de Guillaume Poupard, donc, qui est le directeur de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des services d'information, qui lui parle d'un Pearl Harbor à forme informatique. Donc on voit bien qu'on utilise des termes très forts et que le risque aujourd'hui est juste considérable. On en vient donc avec le prochain slide au niveau de l'usurpation d'identité, et on va détailler en fait tous les modes opératoires, sachant que le vecteur commun, c'est le fait d'utiliser des moyens cyber pour constituer ces différents scénarios d'usurpation d'identité. Donc depuis la deuxième année que l'on fait cette étude, la fraude aux faux fournisseurs se retrouve en tête des fraudes de type usurpation d'identité. Elle a différents noms, en fait, cette fraude aux faux fournisseurs. C'est la fraude aux faux vies également. Et Thierry, on peut peut-être détailler. Je vous laisse détailler. Donc, on a repris pour chacun de ces types de fraude les modes opératoires et donc notamment la modification des coordonnées bancaires. Oui, tout à fait. Donc, faux vie, qui veut dire faux ordre de virement, qui impacte la France en matière de cyber, puisque c'est une fraude cyber depuis maintenant 2010, depuis 10 ans, et vous aurez des chiffres tout à l'heure qui sont assez éloquents. La fraude donc aux faux ordres de virement, que l'on va surnommer faux vie, correspond donc à plusieurs modes opératoires. Vous avez la classique que vous connaissez toutes et tous, c'est le faux président, c'est celle qui est apparue en premier. Il s'agit juste d'usurper l'identité du dirigeant ou du responsable de la société. Et les malfaiteurs prennent donc contact avec le service comptable, la direction financière, avec le comptable pour effectuer un virement, qu'elle ou qu'il effectue un virement sur un compte à l'étranger. Alors à l'étranger ou en France. On pourra en parler plus tard, mais toujours est-il, c'est pour se faire passer pour le faux président et pour effectuer un virement sur un compte français ou étranger. Le deuxième mode opératoire qui est arrivé très rapidement à la suite, c'est le faux virement au changement de coordonnées bancaires. Donc là, on peut l'appeler la fraude aux faux fournisseurs. Qui est peut-être maintenant celui qui est le plus prégnant et le plus insidieux, dans la mesure où l'escroc ou les escrocs se font passer pour un de vos fournisseurs et vous demande sur la présentation de facture de régler cette facture sur un nouveau compte. Qui peut être en France ou à l'étranger. Le troisième mode opératoire que nous avons rencontré, et là vous pouvez passer le slide le suivant, c'est la fraude aux faux techniciens. Alors, faux techniciens, je reviens un peu en arrière, on va revenir sur les années 2013-2014 où il a fallu passer au système SEPA, au virement SEPA. Les escrocs en ont profité et se faisaient passer pour les faux techniciens des établissements bancaires. Et dans le cadre du changement et l'application des virements SEPA, il se faisait passer pour donc les établissements bancaires et demandaient des virements test vers des comptes bancaires. Alors le virement test, forcément, au lieu de le faire à 1 euro, il le faisait en fonction du chiffre d'affaires de la société, promettant que le virement allait être recrédité sur le compte initial dans les 24-48 heures. Suite aux années 2013-2014 et à beaucoup de prévention, les escrocs reviennent sur une nouvelle technique où ils se font passer pour de nouveau les services connectifs des banques et arrivent à prendre la main, alors soit par un malware, par un logiciel espion, ou force la main et arrivent à faire effectuer des virements à nouveau test sur des comptes bancaires français ou étrangers. Ce type de faux vie, ils sont commis alors
dès que vous avez un mode opératoire avec des échanges en français, on a affaire à des groupes criminels qui sont situés en Israël. Par rapport je vais dire, aux faux clients, quand l'escroc se fait passer pour un faux client par rapport à son fournisseur, on n'est plus sur du faux oui. Là, c'est une réception, enfin une passage de commande de marchandises. Marchandises qui doivent être livrées en fait, hein, soit en France, soit à l'étranger, très souvent à l'étranger. Et on a affaire très souvent à un client, à un échange en fait, souvent un échange entre un client qui est du fournisseur qui est situé à l'étranger, avec des échanges de mails en anglais. Le faux client, donc l'escroc, en fait, au préalable, a réussi à s'immiscer dans la boîte mail du client du fournisseur et se fait passer pour le client et arrive à obtenir des commandes auprès des fournisseurs pour des montants variables, hein, et dans tout domaine d'activité. Les livraisons se font sur un lieu déterminé. Alors, la première commande se fait sur le lieu de livraison et donc l'adresse du client. Et très vite, quand la commande est passée, quand la commande est prise en charge par le livreur, le transporteur, là, l'escroc contacte le transporteur et effectue un changement de domiciliation de la livraison pour la faire livrer dans une zone industrielle ou commerciale ou artisanale autre que celle donnée initialement. Forcément, les marchandises, une fois qu'elles sont arrivées, elles sont déchargées et elles disparaissent au bout de 24 heures et disparaissent au bout de 24 heures du territoire national si la livraison a lieu au niveau national, et si la livraison a lieu à l'étranger, vous imaginez bien que la difficulté ensuite pour un service de police de récupérer la marchandise, elle est quasiment impossible. On peut passer sur le slide suivant. Pour vous donner quelques chiffres, hein, en matière de faux ordres de virement. Alors, les faux ordres de virement, hein, je reviens sur les trois grosses thématiques, hein, c'est le faux président, le changement de cordée bancaire et le faux technicien. Et vous voyez les chiffres qui évoluent depuis 2010. On va rester juste sur les faits commis. Alors, ce sont des chiffres qui sont issus de procédures judiciaires, hein, qui sont connus donc du CIRASCO financier. Forcément, on est sur des chiffres qui ne sont pas exhaustifs, on est sur une courbe basse, mais on parle en millions d'euros, et quand vous voyez là haut de la courbe en 2014, on atteignait 150 millions d'euros de préjudice en 2014, et vous voyez que sur 10 ans, on est sur 820 millions d'euros de faits commis, donc de pertes nettes pour les sociétés. Alors, je vous parle de sociétés, mais ça peut aussi concerner des collectivités publiques. Les tentatives, j'en parle quasiment plus, puisqu'une tentative, elle est comptabilisée au sein du CIRASCO financier si la victime d'une tentative obtient ou nous transmet un IBAN qui lui a été communiqué par l'escroc. Donc, je ne vous parle même pas des tentatives dont Armel parlait tout à l'heure dans ces enquêtes, où vous voyez certains pourcentages de tentatives. C'est vraiment des tentatives, on va dire, avec un ensemble d'éléments, de l'appel téléphonique, du mail, puis ensuite la mise à disposition de l'IBAN par l'escroc pour la victime. Donc, on s'est arrêté à 1,1 milliard, on est pas loin de 2 milliards aujourd'hui. Et ce phénomène qui est assez important depuis 2010, vous voyez un summum en 2014 et une petite baisse, enfin une commence avec une baisse nette jusqu'en 2017. Alors, pourquoi une baisse? C'est pas parce que les groupes criminels ont cessé et sont allés voir ailleurs, hein. Alors, c'est plus ou moins vrai. Mais c'est surtout quand le phénomène a été pris en compte, notamment par la DCPJ et par les banques, hein, pour effectuer énormément de prévention, de sensibilisation. Et de ce fait, vous voyez l'effet inverse, hein, la courbe elle est descendante jusqu'en 2017, avec un gros creux en 2017, et on voit de nouveau une nouvelle tendance haussière après 2017. Alors, pourquoi 2017? 2017, ces groupes criminels organisés n'agissent pas et n'effectuent pas que du FOVI, dans la mesure où ils sont sur toute
tendance de placement, d'investissement. Si vous recevez dans vos mails, dans vos boîtes de mails, des demandes, des publicités sur du placement dans la crypto-monnaie, dans le whisky de cheptel, place de parking, conteneurs, SCPI, pour la plupart, derrière ces publicités, vous avez des groupes criminels qui effectuent, comme expliqué tout à l'heure en introduction, Armel, du phishing, et tentent de récupérer votre nom, prénom et numéro de téléphone pour qu'ils puissent vous contacter dans les 24 heures. Donc en 2017, ils sont énormément lancés sur des placements sur la crypto-monnaie, puisque c'était ce qui était le plus rentable à l'époque. Et toujours avec l'aide de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, des actions de prévention, de sensibilisation, ces phénomènes qui sont perdurent, parce qu'on parle en milliards d'euros de pertes depuis 2016-2017. Les escrocs, les groupes criminels se sont revenus sur les FOVI et impactent de plus en plus des TPE, petites PME. Thierry, je me permets de vous interrompre. Oui. Il y a quelques questions que l'on prendra à la fin pour pouvoir échanger avec l'ensemble des intervenants. Mais là, il y a quand même une question. Les chiffres que vous nous présentez, c'est les chiffres en France. Français, le phénomène est mondial. Je vous parle que des chiffres français, c'est ce dont je peux avoir, que j'ai à disposition, qui me sont transmis par des plaintes de mes collègues. Je vous parle pas des chiffres européens, puisque je ne les connais pas, mais on parle en milliards. Je prends les États-Unis, ils sont impactés à plus de, parce que pour être en contact avec le FBI, les États-Unis sont impactés de l'ordre de plusieurs milliards depuis plusieurs années. Alors, je vous parle des chiffres français et pourquoi 2010, parce que ces escrocs ce sont des Français qui sont partis s'expatrier en Israël, poursuivis à l'époque dans le cadre des escroqueries à la taxe carbone qui ont impacté la France à hauteur de 1,5 milliard d'euros de manque de TVA et de 4 à 5 milliards d'euros de manque de TVA pour l'Europe. Donc ces escrocs se sont expatriés en français. Ils inventent une nouvelle escroquerie, le FOVI, à partir de 2010, et d'Israël en fait. Donc on est précurseur, si vous voulez, en tant que victime en France. On y suit un peu les plâtres. Ensuite, ils impactent la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et puis le Canada. Et puis ensuite, ils recrutent pour pouvoir attaquer des pays anglo-saxons, espagnols, italiens, et j'en passe, puisque maintenant on a un phénomène mondial, puisque l'Amérique du Sud est impactée, l'Australie est impactée, et l'Asie est impactée. Donc là, on est que sur des chiffres franco-français. Merci. Thierry, par la même occasion, les chiffres qui sont notés en 2020, c'est une projection 2020 non, ou ça s'arrête à quelle date? Ça s'arrête fin septembre. D'accord. Fin septembre, début octobre. On peut imaginer une année sensiblement identique à l'année 2019, alors voire davantage sur les faits commis. Alors on va être, je pense, à peu près identique à peu près à 2019, avec une grosse période, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le premier confinement de mars-avril, où on a eu les chiffres qui ont été multipliés par 4 ou 5 par rapport à la même période de 2019. C'est simple, les groupes criminels, ils sont archi-millionnaires, voire milliardaires pour certains. Dès qu'il y a une crise financière, ou une crise économique, une crise sanitaire, ils vont en profiter. Et là, on le voit depuis le mi-mars, avec le confinement. Ils profitent des failles, ils profitent du télétravail pour attaquer les sociétés. Et ces chiffres qui étaient importants en mars-avril ont légèrement baissé jusqu'à fin août, voire été quasiment inexistants au mois d'août. Pourquoi j'ai pas de réponse. Mais depuis de nouveau en septembre, quand je vois les chiffres d'octobre qui s'annoncent, on repart sur une nouvelle tendance haussière. Je pense qu'on peut passer au prochain slide. Oui, on peut passer sur le prochain slide. Le FOVI, si vous le suivez depuis par la presse, par les actions de sensibilisation de prévention, par vos banques, est basé sur l'ingénierie sociale. Je vous prends juste 2 exemples d'ingénierie sociale.
Alors, c'est soit des prises de contact avec votre société, hein, mais pour obtenir des éléments assez succincts, duplicata de facture, comment, pourquoi, en se faisant passer pour votre client, ils obtiennent des factures, un duplicata, et ensuite, avec ce duplicata, ils se font passer pour le fournisseur auprès du client. Et ensuite, c'est le client qui sera victime de la fraude. Auparavant, on trouvait énormément de documents avec des signatures de dirigeants. Là, je vous ai mis un exemple type qui a été que j'ai récupéré dans la presse nationale au mois de mai de cette année. Depuis des années, on demande aux dirigeants de ne plus signer de documents et les mettre à disposition sur Internet. J'ai trouvé, vous voyez, cinq sociétés avec des signatures de dirigeants. Après, il n'y a rien de plus simple de constituer un nouveau document avec les signatures des dirigeants pour commettre ce type d'infraction. Deuxième type d'ingénierie sociale, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'annuaire des états-majors des grandes sociétés, les escrocs peuvent se le procurer assez facilement. Et à l'intérieur, vous avez le nécessaire, je vais dire la boîte à outils, pour prendre en contact avec la personne adéquate qui permet, alors, soit la direction financière, soit se faire passer pour le PDG, avec des numéros de téléphone. Là, dans cet état-major, vous avez le numéro de téléphone fixe, mais il faut savoir que quand les escrocs le récupèrent, et quand on arrive à en récupérer à l'étranger, en Israël, avec nos collègues israéliens en perquisition, on retrouve sur ce type d'annuaire des numéros de portable des dirigeants. Pourtant, un numéro de portable qui est accessible à personne, normalement. On peut passer sur le slide suivant. Autre type d'ingénierie sociale, alors c'est varié, c'est sans fin en fait finalement. C'est ce que en fait l'escroc il s'adapte. Quand il y a eu cette vague d'escroquerie à la crypto-monnaie en 2017 auprès de particuliers, les escrocs en ont profité et ont adressé énormément de messages, de mails aux sociétés en leur indiquant que dorénavant le fournisseur allait ouvrir un compte en Bitcoin ou en Ethereum, peu importe. C'est juste pour essayer d'appâter le client et d'appâter la victime et d'obtenir de l'information. Ils peuvent utiliser du WhatsApp. On a eu une vague pendant quelques mois où les escrocs adressaient des messages au PDG, au directeur financier ou au comptable par WhatsApp. WhatsApp, messagerie cryptée, qui est pour nous force de police, force judiciaire et ne peut pas être interceptée. Donc la difficulté après derrière, c'est de pouvoir suivre et de suivre et identifier ces escrocs. On peut passer le slide suivant et je laisse la main à Armelle. J'enchaîne donc avec, on vient d'évoquer la cyberfraude, on a évoqué dans le détail l'usurpation d'identité, donc la fraude externe. Un sujet qui reste globalement tabou, c'est la fraude interne. Autant je vous disais précédemment qu'il était difficile d'avoir des chiffres, là je ne vous parle même pas pour la fraude interne, il n'y a quasiment aucun chiffre, puisque ça n'est arrivé à personne, semble-t-il. Et même si les montants et les sinistres sont sans doute les plus élevés sur ce type de fraude, parce que nous sommes sur des fraudes qui peuvent durer extrêmement longtemps. En moyenne, ça dure entre 18 mois jusqu'à 10 ans. On est sur des modes opératoires qui sont extrêmement variés. Donc, ce sont des détournements de fonds, de marchandises, de la surfacturation, des fausses factures, des remboursements. Il peut y avoir également connivence avec de l'externe, dans le cas de surfacturation. Et parfois, c'est découvert de façon assez fortuite, dans le cadre de renégociations avec des fournisseurs, par exemple, ou tout simplement pendant l'absence du salarié en question. Les causes, en fait, donc c'est assez généralement une absence de séparation des tâches, donc les tâches les plus critiques qui sont réalisées par une seule et même personne. Donc, par exemple, un comptable qui a un peu tous les pouvoirs et qui met de fait en danger, et sur l'externe également, mais qui met en danger l'entreprise. Des process qui sont pas assez formalisés. Et puis également des structures dédiées au contrôle interne qui sont
qui sont dans certains cas, donc c'est facile à dire a posteriori, hein, mais plutôt déficients. Donc on voit, pour avoir quelques chiffres, qu'on est sur des fraudes qui peuvent être extrêmement élevées. Donc les PME en sont les premières victimes, donc avec des fraudes médianes qui sont de 185 000 €. Un point qui est important à souligner également, c'est que le contexte actuel, qui génère beaucoup de frustration avec des licenciements qui arrivent, des situations de chômage partiel, beaucoup de frustrations qui peuvent générer et qui peuvent faire basculer un certain nombre de personnes qui sont en situation de précarité et qui peut faire basculer au niveau de ce type de fraude. On peut basculer voilà, au niveau du prochain slide et évoquer assez brièvement. Donc on a un site qui s'appelle fraude-entreprise.com où au niveau de l'Air Hermès, nous nous efforçons de compiler tous les cas de fraude, quels qu'ils soient, internes, externes ou cyber, qui ont été évoqués dans la presse. Bien évidemment, on ne parlera pas d'autres cas. Donc, ces faits réels, on voit bien que ça concerne tous les acteurs, tous les secteurs d'activité, et ça concerne, j'ai beaucoup repris des cas qui sont dans le domaine privé, mais beaucoup de collectivités, d'hôpitaux en font les frais également. Oui. Ouais, je vais compléter vos propos, Armelle. Raison d'indiquer, c'est tout secteur. Hein. On prend la plus grosse fraude externe hein, au préjudice d'un des plus grands fleurons de l'industrie française, hein, qui commence à dater, hein, qui date de 2013, qui s'élevait à 24 millions d'euros. Vous citez la fraude au préjudice de Pathé, millions d'euros. Alors, c'est pas Pathé France, c'est Pathé Pays-Bas. Mais toujours est-il que c'était en mai 2019, oui. Ouais, tout à fait. Juste 2019, pour vous donner un exemple, on va citer cet exemple. Fraude, donc Pathé Pays-Bas qui est impacté, qui est victime de la fraude, mais c'est la filiale Pathé donc Paris, la holding est située à Paris. Les escrocs arrivent à se faire passer pour le PDG de Pathé Néderlande. Demande au directeur financier un virement de 19 millions pour faire une acquisition aux Émirats Arabes Unis. Pathé Néderlande n'a pas les fonds, n'a que 1 million à disposition dans sa trésorerie, demande à 18 millions, un virement de 18 millions à Pathé, à la holding à Paris. Les 18 millions arrivent sur le compte de Pathé Néderlande et les 19 millions repartent dans la foulée. Vous parliez des collectivités publiques. Je vais vous citer un bailleur social du nord de la France qui a été impacté il y a maintenant 2-3 ans à hauteur de 9,8 millions d'euros. Donc de manque hein, dans la trésorerie forcément pour les années suivantes hein, et ce qui peut et toutes les conséquences qui en découlent. Je peux vous citer, on parle de grosses sociétés, mais je peux vous parler maintenant d'une petite PME qui date un fait qui commence à dater, mais qui est très marquant et qui a surtout marqué des employés et la chef comptable qui a fait le virement, BRM Mobilier dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, les faits datent il y a 3 ans. C'est une petite PME des Deux-Sèvres, 44 personnes. La trésorerie s'élevait à l'époque à 1,6 million. Les escrocs arrivent à faire effectuer un virement de 1,6 million, donc ils vident la trésorerie de la société. Vous imaginez ce qui se passe dans la foulée. 2 mois plus tard, la société est en liquidation judiciaire, 44 personnes au chômage. Je peux parler des associations. On a une association dans le sud de la France qui a été victime d'un faux vie, une association qui est avec pour rôle social l'aide aux handicapés. C'est plus d'1 million d'euros qui ont échappé au budget de l'association. J'en passe, oui, j'en passe. Les collectivités, on a des mairies qui sont impactées à plus de 2 millions d'euros. C'est sans fin, finalement. C'est sans fin. Et c'est vrai qu'avec Armelle, on sent un peu l'élément anxiogène de votre soirée. Hein. Mais c'est pas vous. C'est pas un film, quoi. C'est pas un film. C'est la réalité, c'est du factuel.
que ce soit pour les faits commis ou les faits tentés, chaque personne qui a subi une tentative, hein, même ne serait-ce qu'une tentative, je pense qu'elle s'en rappelle ensuite durant toute sa carrière professionnelle. Je vous laisse la main, Armel. Pour préciser ce que vous venez de dire, Thierry, c'est que on parle des montants globaux, mais assez généralement, et pour le cas de BRM Mobilier, c'est 4 virements de 400 000 € qui ont été réalisés. Donc, quand on refait l'histoire, ça semble toujours évident, mais c'est une succession de virements avec des montants extrêmement précis qui sont réalisés et avec répétition, avec une pression considérable du fraudeur pour opérer ces virements. Donc là, voilà. Ouais. Oui. Non, c'est vrai, la répétition est importante. On pense que ça peut être qu'un virement. Le fait de 24 millions d'euros que je vous citais pour le fleuron de l'industrie française, c'était 1 million d'euros par jour durant tout le mois d'août 2013. 1 million d'euros par jour. Mais mettez-vous à la place du chef comptable qui a fait le virement et c'est l'escroc qui l'a tenu en haleine pendant 1 mois. J'ai d'autres exemples. Enfin, les exemples, c'est sans fin. Il ne faut pas s'imaginer que ça peut être qu'un fait. Ça peut être un fait pour un virement, mais ça peut être l'escroc peut tenir en haleine votre comptable, votre chef comptable, votre directeur financier pendant des jours, voire des semaines. On peut passer au slide suivant. Globalement, savoir comment, une fois qu'on a évoqué tout ça, comment on peut se protéger. Donc, je vais évoquer la partie à gauche du slide où, pareillement, donc, on interrogeait donc, un certain nombre d'entreprises dans le cadre de cette étude avec la DFCG. Dans l'ordre, donc, il apparaissait que autant on a dit que l'humain pouvait être le maillon faible, mais donc c'est justement celui sur lequel on doit miser, parce que c'est sa bonne réaction qui fait que on arrive dans 51% des cas, donc dans plus de 50% des cas, à déjouer une fraude. Ce sont aussi les procédures de contrôle interne, dans 30% des cas, et des aspects plus techniques. Peut-être que Thierry, si vous voulez détailler les recommandations. Oui, en fait, et là où on prend ces pourcentages, vous les remettez en parallèle avec ce qui est intéressant sur le slide, vous les remettez en parallèle avec les recommandations que nous édictons maintenant depuis plus de 2014 pour essayer de faire baisser et essayer de faire que vous ne soyez que victime d'une tentative et non pas d'un fait commis. Il faut forcément mettre des procédures en interne. Ça c'est sûr et certain, avec des process en interne, des doubles signatures, des triples signatures, pourquoi pas à partir d'un certain seuil de montant. Pourquoi l'initiative humaine, personnelle, permet de déjouer des fraudes? Parce que c'est derrière une personne qui a du bon sens. Quand vous avez un escroc qui s'est passé pour le PDG et qui indique que le virement doit être fait d'une façon... Enfin, déjà, les échanges vont être faits d'une façon confidentielle et joue beaucoup d'empathie avec la victime. Et où derrière, l'escroc vous demande un virement urgent. L'urgence dans ce type de situation, je ne vois pas où peut être l'urgence. On n'est pas sur du terrorisme, on n'est pas sur du criminel. On est juste sur du délictuel et une atteinte au bien. Donc derrière, il faut avoir du bon sens et c'est pour ça que derrière les 51% qui correspondent à la réaction de la personne qui a eu en fait du bon sens, ça a permis d'éviter toute tentative. Pourquoi elle a eu du bon sens? Parce que peut-être aussi, et forcément, je pense, elle a été sensibilisée. Il existe des e-learning, des fiches réflexes qui vous seront mis à disposition par la FTE à l'issue de cette présentation. On peut parler en matière de cyber, vous pouvez effectuer des audits de tests, des tests d'intrusion, des tests de sécurité. Il y a un test assez basique à faire. Il y a un test assez basique à faire. Vous avez une clé USB, vous
vous mettez un fichier dessus, un fichier Excel en indiquant salaire au pluriel, ou vous envoyez un mail par mégarde à vos salariés en mettant fiche de salaire d'un tel. La curiosité humaine va faire que la personne va forcément soit prendre la clé USB qu'elle a trouvée par terre et la brancher sur son ordinateur, soit ouvrir le mail pour voir, ouvrir le mail et surtout cliquer sur la pièce jointe par curiosité. Et là, vous faites un test, vous allez voir que moi, je suis prêt à parier que 8 à 9 personnes sur 10 brancheront la clé USB sur leur ordinateur, ouvriront le logiciel, le fichier, tout comme le mail. Je pense que 8 à 9 personnes sur 10 cliqueront sur le lien, mais toujours est-il que s'ils cliquent sur le lien, on arrive sur de la cyberattaque et du malware. Le malware, ça peut être du malware pour faire du ransomware, on verra plus tard, mais ça peut être aussi du malware pour récupérer de la documentation comptable, financière, peu importe. Donc, c'est important de faire ce type de test et de sécuriser vos installations informatiques. Forcément, il faut aux accès à distance depuis le mi-mars avec le confinement. Renforcer forcément aussi, comme on l'indique, vos postures de contrôle interne. Et pour finir, c'est parce que puisque les fraudes évoluent, avoir une veille sur Internet, sur les fraudes, puisqu'on communique énormément sur Internet, auprès de vos banques aussi, et auprès de toutes les institutions. Et tout à l'heure, Armel parlait de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Allez-y sur le site parce que l'ANSSI édite des fiches régulières et met à disposition du grand public leurs fiches et leurs recommandations en la matière. On passe peut-être sur le slide suivant. On passe sur le slide suivant, oui. Donc, qu'on a nommé paradoxe, en fait, c'est parce que quand on regarde les chiffres en valeur absolue, on peut se dire qu'il y a encore du travail pour sensibiliser les entreprises, mais quand on regarde l'évolution au fil des années, on voit qu'il y a quand même une sensibilisation qui a beaucoup progressé. En fait, en termes de plan d'urgence, aujourd'hui, 60% des entreprises ont un plan d'urgence. On peut peut-être considérer que ce n'est pas suffisant, mais si on regardait ce chiffre il y a 5 ans, on était sur 70% qui n'en avaient pas. Donc, on est déjà sur une progression qui est quand même assez considérable. On a effectivement beaucoup d'entreprises qui, à raison, craignent une accentuation de ce type de fraude. Et pour autant, on a 6 entreprises sur 10 qui n'ont pas alloué de budget. Donc, ça peut sembler un petit peu contradictoire. Mais par ailleurs, pour atténuer cette information, on a quand même 63% des entreprises qui sont soit déjà assurées contre ce risque, soit qui envisagent de l'être. Donc, on voit qu'il y a quand même une progression au niveau de la prise de conscience de ce risque. Et dans ces chiffres, pour ajouter à vos propos, Armel, dans ces chiffres, quand vous prenez donc qu'il y a 60% des sociétés qui n'ont pas alloué de budget, donc qui ne sont pas protégées, on prend juste l'aspect ransomware. En ransomware, vous avez un logiciel qui va venir bloquer vos données et bloquer votre réseau. Si derrière vous n'avez pas mis un plan en place d'urgence pour avoir un deuxième réseau à côté, il faut vous dire que là c'est fini, vous avez l'ensemble de votre réseau qui est bloqué. Pour le ransomware, forcément l'escroc va vous demander, le hacker va vous demander une rançon. Première chose à faire, c'est de ne pas payer. Mais de toute façon, il faut vous dire que même si vous payez, le hacker constatera que vous êtes vous faites partie des victimes faibles et reviendra vers vous pour avoir une double, voire une triple rançon. Donc, la première chose à faire en matière de lutte contre la menace cyber, c'est de mettre forcément un plan de crise en place. Et le ransomware ne concerne pas que les grosses sociétés du CAC 40. Et loin s'en faut. Oui. On en parle beaucoup dans la presse de ces cas-là, mais ça concerne effectivement toutes les entreprises. On voit que globalement, donc, si pour revenir sur l'aspect d'assurance, que la situation progresse. En 2018, on voyait que le marché de l'assurance cyber, il représentait 80 millions d'euros.
et on est déjà sur une progression qui est de 20% sur 2019. Pour autant, en France, on reste, j'allais dire, sous-équipé en matière d'assurance. En Europe, on est sur des chiffres qui étaient de 300 millions et aux États-Unis sur 3 milliards. Donc, on voit un peu la proportion. Alors, même si on ne parle pas de la même densité d'entreprise, mais en termes de taux d'équipement, on était en France donc inférieur à 0,2% et aux États-Unis supérieur à 0,5%. Donc, on a une prise de conscience qui est quand même encore différente. On peut passer donc au prochain slide. Donc, effectivement, on parlait de l'assurance, donc on y vient, effectivement, au-delà de ce que l'on a pu évoquer sur les procédures, sur la sensibilisation et sur le fait d'avoir des plans de continuité ou de reprise d'activité. Il y a également l'assurance. L'idée, c'est de protéger les actifs de l'entreprise en s'assurant contre ce risque de fraude. C'est l'occasion de toucher et de parler de la situation actuelle au niveau des assureurs. On voit qu'il y a une mutation qui est assez considérable actuellement en 2020. Beaucoup d'assureurs ont décidé de se retirer du marché de la fraude. Certains en multipliant leurs primes par 4, en augmentant des franchises. Et le constat général, c'est qu'il y a une réduction des capacités et il n'y a plus d'assureurs aujourd'hui qui soient en possibilité de donner des grosses capacités, mais chacun cherche à réduire en fait ses expositions unitaires. Globalement, en fait, c'est qu'on se rapproche d'un risque systémique et la tarification globalement devient compliquée sur ce type de risque, d'où ces positions avec une progression qui est considérable au niveau des sinistres. On peut passer au slide suivant. Et je vais évoquer en fait donc les solutions d'assurance qui sont proposées par Euler Hermès. Donc nous avons une couverture qui s'appelle Fraud Cover. Je vais juste prendre la parole quelques minutes, Armelle, parce que c'était une partie sur laquelle j'avais insisté de présenter. On a remarqué au sein des adhérents que sur la notion d'assurance en termes de fraude ou de cyber, il y avait quand même un flou sur ce que couvrait ce type d'assurance. Et donc, c'était l'occasion au cours de ce webinaire de repréciser que vous sachiez plus clairement contre quoi on peut s'assurer et quelles sont après aussi les conditions dans lesquelles on peut s'assurer pour que l'assurance puisse jouer. Donc, c'est pourquoi j'avais demandé à Armelle de compléter cette intervention sur le type de couverture qui peuvent être proposées par Euler ou d'autres, mais on comprend que les propositions vont être décroissantes avec des coûts de plus en plus prohibitifs à l'avenir. Donc j'espère que oui, je vais répondre à ces questions-là. Donc Euler Hermès propose une solution d'assurance combinée, fraude et cyber. Je vais détailler par la suite ce que l'on couvre dans le cadre de ce contrat. Il est vrai que Euler Hermès est plutôt connu sur la partie assurance crédit, donc étant un leader mondial sur l'assurance crédit. Pour autant, il est intéressant quand même de savoir que Euler Hermès est leader européen du fait de son portefeuille fraude, en Europe, donc leader à ce niveau-là, et du fait de la position dominante de l'Allemagne qui a démarré à commercialiser un produit d'assurance fraude il y a plus de 40 ans. Donc l'objectif, c'est de couvrir les pertes pécuniaires directes ainsi qu'un certain nombre de frais consécutifs que l'on va détailler. Donc j'évoque assez rapidement dans le prochain slide à qui s'adresse en fait cette solution d'assurance. Donc l'idée première, c'est de protéger la trésorerie des entreprises et leurs résultats. Euler Hermès, donc avec cette solution, s'adresse à toutes les entreprises et leurs filiales qui ont un chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros. En termes de territorialité, donc on est sur l'espace économique européen en standard avec une territorialité internationale sur demande et sur étude. Les limites de garantie démarrent à partir de 250 000 euros. Ce que l'on recommande en fait pour une PME de taille intermédiaire, pour faire un calcul un peu soi-même, c'est d'avoir une limite de garantie qui représente entre 2 et 5% du chiffre d'affaires.
Les offres qui sont proposées donc sont sur mesure, adaptées au mieux à la situation ou au risque que craint le plus l'entreprise, avec soit des niveaux de franchise plus bas ou plus élevés. Bien sûr, ça a un impact en termes de budget, soit une formule alternative qui n'est pas proposée par d'autres assureurs, qui est le même fonctionnement pour ceux qui connaissent l'assurance crédit, d'une quotité d'indemnisation avec un seuil d'intervention. Donc, ça signifie en fait à partager, avoir une franchise variable et avoir un partage de risque entre l'assureur et l'assuré. On est sur un contrat qui est simple et avec, bien évidemment, par rapport à ce qu'on évoquait tout en haut, par rapport au fait de protéger la trésorerie des entreprises, sur une prise en charge rapide et une indemnisation à partir du moment où on est d'accord sur le montant, une indemnisation dans un délai de 30 jours, donc adressée à l'assuré. On vient donc dans le prochain slide détailler, je vais vous détailler ce que Euler Hermès couvre dans le cadre de ce contrat. Donc, sur la partie donc, en haut à gauche, donc, nous appelons ce risque-là la malveillance informatique, qui comprend en fait 2 volets. La malveillance informatique, c'est à la fois un risque de perte, à savoir un détournement frauduleux qui serait réalisé à la suite, en fait, soit ce qu'on appelle un trojan bancaire ou un keylogger. Ce sont en fait tous deux des logiciels malveillants qui permettent d'infiltrer le système informatique et ils ont tous deux pour objectif en fait d'accéder illégitimement au code bancaire, en dérobant donc les identifiants et les mots de passe. Keylogger, en fait, ça veut dire littéralement enregistreur de touches. Donc, c'est un logiciel qui va récupérer les frappes qui sont réalisées sur le clavier et qui va de cette façon-là pouvoir récupérer les identifiants et les mots de passe. Donc là, ça serait donc une perte qui serait subie par la société. Et donc, le contrat viendrait couvrir ce détournement qui serait subi, ce préjudice. Après, en dessous, ce sont un certain nombre de frais qui seraient pris en charge s'il y avait une attaque, une cyberattaque. Donc, ce sont des frais s'il y a eu des destructions de données ou une contamination des données. Si l'entreprise a subi donc une cyberextorsion ou un ransomware, ce que l'on a évoqué Thierry. Donc nous, on précise bien que dans le cadre du contrat, nous ne payons pas la rançon et on recommande de ne pas payer la rançon pour exactement les mêmes raisons que vient d'évoquer Thierry. C'est qu'à partir du moment où vous payez, vous êtes identifié comme un bon payeur de rançon et il y a de fortes chances, nous avons eu le cas d'une entreprise qui a été attaquée 4 fois parce qu'elle avait payé 3 fois. Donc, nous, on recommande clairement de ne pas payer la rançon, sachant qu'on n'est par ailleurs pas toujours sûr de récupérer ces données. Il y a également, dans le cadre de ce contrat, des frais supplémentaires qui auraient été subis de facturation téléphonique, en fait, si le fraudeur s'introduit en fait dans les systèmes de téléphonie, il crée un numéro surtaxé dans des pays plus exotiques, avec des facturations à la minute qui sont, ce qu'on a pu voir, c'est entre 10 et 100 € la minute, et qui rentrent donc dans le système de téléphonie, généralement une veille de week-end, et qui fait tourner tous les téléphones fixes de la société sur ces numéros surtaxés. Généralement, donc on le découvre quand on remet les pieds dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas en situation de télétravail déjà, et qu'on revient le lundi matin, et donc on prend en charge la surfacturation qui aura été générée. Et enfin, ce qui est pris en charge également, ce sont les frais de notification à l'égard des autorités de contrôle et de communication au personnel ou aux intéressés dont les données auraient été publiées sur le net, par exemple. Donc, avec ce volet, donc de pertes et de frais, on voit donc une partie en tout cas de l'aspect de la malveillance informatique. On a également donc un volet de perte d'exploitation.
Donc là, on est sur des pertes indirectes, en fait, à partir du moment où des données ont été corrompues, le système informatique peut être bloqué et à partir de là, l'entreprise peut engager des frais de transport, par exemple, d'intérim, des frais qu'elle n'aurait pas eu à subir en l'absence de cette malveillance informatique. Ces frais qui auraient été engagés seraient pris en charge dans le cadre du contrat. De façon optionnelle également, ce que l'on peut prendre en charge, c'est une perte de marge brute, donc qui va au-delà des frais supplémentaires. C'est qu'une fois que l'entreprise a fait appel à ces services supplémentaires, lesquels ont un coût, elle peut néanmoins subir une perte d'exploitation ou de marge brute à la suite de cette malveillance qui pourrait être pris en charge donc, par Euler Hermès si cette option donc, a été souscrite. Donc s'il y a réduction ou interruption d'activité. Donc avec l'ensemble de ces aspects de malveillance et de perte d'exploitation, on a évoqué l'ensemble des garanties qui sont prises en charge dans le cadre du contrat, donc à savoir un volet de perte et des volets de frais. On arrive après donc aux aspects que l'on a longuement évoqués, donc de fraude externe ou d'usurpation d'identité. Donc là, ce seraient tous les détournements de fonds qui auraient été réalisés, généralement de fonds, ça peut être de marchandises, mais c'est généralement, dans le cadre de fraude externe, généralement de fonds, puisque c'est le faux client également, mais dans la majeure partie des cas, ce sont des détournements de fonds. Donc, s'il y a eu donc, une attaque par un tiers et un détournement, donc la perte qui serait subie serait prise en charge. Et enfin, le volet de fraude interne, à ne pas négliger pour autant, donc également tous les détournements de fonds, de marchandises, donc tous les abus de confiance qui seraient réalisés par une personne qui a un contrat de travail au sein de l'entreprise, et donc toutes les pertes qui auraient été subies. Et dans ce cas, on remontera sur toutes les périodes d'assurance passée, parce que comme on a pu voir, la fraude interne peut durer sur plusieurs années. Et donc, dans ce cas, on remontera sur la première signature pour prendre en charge, à due concurrence de la limite de garantie qui aura été souscrite, la perte qui aura été subie. Et enfin, il y a des frais, donc ce qu'on appelle les frais consécutifs ou des frais associés. Donc, ce sont des frais d'avocat ou de poursuite judiciaire que vous pourriez engager à la suite de l'une de ces fraudes. Et également des frais de restauration d'image ou de communication, s'il y a nécessité d'engager une campagne pour rassurer vos partenaires commerciaux, c'est également quelque chose qui est prévu dans le cadre du contrat. Donc beaucoup d'informations. On va évoquer par la suite, j'ai prévu un slide pour essayer de faire un comparatif entre ce que l'on propose donc, dans le cadre de ce contrat combiné, donc de prise en charge de pertes et de frais, et ce qui est couvert par un contrat cyber. Donc, dans le prochain slide, donc, on récapitule un petit peu. Donc, c'est un peu avant les slides, juste. Donc, les avantages, donc, c'est limiter les conséquences de cette perte, éviter de tension de trésorerie et pouvoir continuer à se concentrer sur le développement de son entreprise. On arrive donc à ce comparatif, donc assez succinct, mais qui permet de bien saisir que ce n'est pas parce qu'une entreprise a souscrit un contrat cyber qu'elle est couverte sur tous les risques. Je m'explique en fait. Elle sera couverte bien évidemment sur tous les aspects cyber par rapport à l'assistance à la gestion de crise. Dans le cadre de notre contrat, donc, nous avons une hotline à ce niveau-là. Par rapport à la prise en charge des frais que nous proposons donc également dans le cadre de notre contrat. Ce qu'on appelle la perte financière, c'est ce que j'évoquais, c'est le détournement frauduleux. Donc on peut l'appeler également cybervol ou fraude informatique. Donc c'est le détournement frauduleux. Il faut bien regarder dans le cadre des contrats cyber, parfois ça n'est pas pris en charge, parfois il n'y a que des frais et parfois il n'y a pas de volet de perte ou alors avec une sous-limite importante. Donc nous, c'est compris dans le cadre du contrat.
Donc cette perte qui serait subie à la suite d'une action informatique et d'un détournement. Toutes les pertes financières à la suite d'usurpation d'identité, bien évidemment, c'est couvert dans le cadre de notre contrat. Ça n'est quasiment jamais jamais couvert dans le cadre d'un contrat cyber. Sachant que ça représente, donc on a évoqué, c'est la majeure partie des fraudes, hein, donc c'est faire attention à ce que l'on souscrit. La fraude interne, bien évidemment, n'est pas couverte dans le cadre d'un contrat cyber, elle est couverte dans le cadre de fraude cover. Et sur le volet perte d'exploitation, donc les frais supplémentaires sont couverts dans le cadre de notre contrat et sont couverts également dans le cadre d'un contrat cyber classique. Et la perte de marge brute est couverte en option dans le cadre de fraude cover et également en option dans le cadre des contrats cyber. Et enfin, la grande différence, c'est de l'aspect de responsabilité civile. Nous ne pouvons pas proposer la responsabilité civile. Ça serait à voir au niveau d'alliance éventuellement. Dans le cas d'un contrat cyber, on a généralement la responsabilité civile, voire on a un contrat responsabilité civile avec une extension cyber. On arrive donc au dernier slide où j'évoque en quelques mots l'accompagnement qui est réalisé par EULER Hermès. Nous adressons donc un livret qu'on appelle donc prévention fraude en entreprise qui détaille les meilleures façons de se protéger, donc qui est adressé à la signature du contrat. Donc nous avons évoqué également la hotline, donc c'est un contact avec un expert en cyberfraude qui permet d'adopter les meilleurs réflexes dès le moment où la fraude a été subie. Et enfin, nous adressons newsletter et alertes en fonction de l'actualité. Pour ce qui est des alertes, les newsletters sont adressés de façon trimestrielle pour évoquer, dans la mesure où la meilleure des préventions, c'est la sensibilisation, c'est faire partager, si nous avons eu connaissance de cas ou de modes opératoires dans certaines régions, en faire partager l'ensemble de nos clients. Merci pour cette clarification sur le type d'assurance qui peuvent exister. Il vaut mieux savoir avant de souscrire à quoi contre quoi on va être indemnisé. Je profite donc pour poser là quelques questions qui ont été posées dans le chat. Donc une qui s'adresse donc à la fois à la police judiciaire et également au côté assureur, c'est auprès de qui faut-il déposer plainte pour qu'il y ait une réelle prise en compte en fait de l'assurance et ensuite une prise en compte de la recherche de fraudeurs pour qu'une action soit enclenchée et comment faire pour qu'il y ait une action judiciaire enclenchée. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les process à suivre pour que l'assurance joue et pour que les fraudeurs soient attrapés? Alors, pour que l'assurance joue, déjà, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un fait commis. Vous pouvez déposer plainte forcément, vous allez déposer plainte pour un fait commis, voire pour aussi un fait tenté. Et ça va recouper aussi la deuxième question sur quelle base on arrive à déterminer les chiffres. Alors, tous les chiffres que je vous ai donnés en montant, en millions, hein, ce sont basés à partir de procédures, donc des enquêtes judiciaires. Et alors, avant même de déposer plainte, je dirais parce qu'il ne faut pas attendre que la police ou la gendarmerie, que le service judiciaire puisse récupérer vos fonds. Il faut juste savoir que, et je ne vous parle pas de virement instantané, le virement classique, dans les 24 heures, les fonds ont disparu de la planète et ils sont introuvables. Je n'entrerai pas dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps ce soir. La première réaction à avoir, forcément, c'est de contacter très très vite et en urgence votre chargé d'affaires pour lui demander de faire un SWIFT de recall sur le virement qui sera accompagné plus tard du dépôt de plainte, ou si vous pouvez faire les deux en même temps, c'est-à-dire quelqu'un va déposer une plainte au nom de la société dans un service de police ou de gendarmerie, peu importe, et ensuite une autre personne se charge de l'aspect chargé d'affaires pour qu'il y ait un SWIFT de recall effectué. Ce sont les deux actions à mener en urgence, sachant que le SWIFT de recall, c'est la banque qui, si vous voulez récupérer des fonds, ce sera la banque qui va pouvoir le faire dans la foulée, en contactant la banque étrangère qui a reçu les fonds.
et en vous certifiant à 99,9% que si on agit au-delà de 24 heures, les fonds qui seront arrivés sur le compte destinataire auront d'ores et déjà disparu. Alors, la plainte hein, elle est, je veux dire, quasiment obligatoire pour un fait commis. Et les plaintes, de toute façon, nous permettent d'effectuer des recoupements entre différentes procédures, parce que les groupes criminels on est sur l'ère industrielle hein, en matière de fraude hein, externe. Hein. On n'est pas à un fait plus rien pendant 15 jours. On a l'ère industrielle. Les sociétés du CAC 40 se font attaquer plusieurs fois par jour sur des tentatives. Et c'est la masse des tentatives qui font qu'un jour ou l'autre, il y a un fait commis qui se produit. C'est pour ça que la prévention, elle est essentielle. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu hein, par rapport à la plainte, hein, mais la plainte, aujourd'hui, c'est un service judiciaire, police ou gendarmerie, qui est apte à suivre l'enquête. Hein. Si c'est sur un montant plus ou moins important, ces faits seront basculés sur un service un peu plus compétent. Toujours est-il qu'il ne faut pas attendre après le service judiciaire pour récupérer les fonds. Puisque le temps que vous allez déposer la plainte, hein, il va se passer. Le temps que vous allez constater qu'il y a un faux virement d'effectué, que vous allez déposer plainte, on sera au-delà des 24 heures. Hein. Donc il ne faut pas attendre après le service judiciaire pour récupérer les fonds. Et je vous parle par expérience, hein, ça fait depuis 2014 que je travaille sur le sujet. Les fonds disparaissent hein, dans les 24-48 heures et se retrouvent en 24 heures, ils se retrouvent à l'autre bout de la planète hein, et d'un foulée disparaissent. Après, je ne vais pas vous expliquer le détail des enquêtes, mais les enquêtes aboutissent pour certaines d'entre elles, hein, avec l'aide et la coopération de nos homologues à l'étranger. C'est pas quelque chose de régulier, hein, puisque les escrocs utilisent des éléments, des outils qui permettent d'anonymiser l'origine de l'attaque. Mais voilà, il y a des réussites et on peut s'en féliciter. Mais j'insiste sur l'aspect prévention et sensibilisation. Et vous allez recevoir à l'issue du webinaire une fiche réflexe hein, qui a été rédigée par la direction centrale. Avec des e-learning et je pense que c'est l'un des moyens pour faire face à une tentative. Je vous laisse la parole peut-être Armelle pour préciser 2-3 points. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Effectivement, le préalable, c'est le dépôt de plainte pour la prise en charge, pour quelque assureur qu'il soit, hein, pour la prise en charge d'un sinistre. Après, il sera demandé de détailler. Enfin, généralement, dans le dépôt de plainte, il y a beaucoup de détails hein, sur la façon dont les choses se sont passées, mais éventuellement, voilà, de détailler ce qui s'est passé. Et en complément, les procédures de recall, il faut avoir un plan pour savoir comment on s'organise dès qu'il y a une fraude qui a été réalisée. Et effectivement, on ne se disperse pas, mais on est en mode extrêmement efficace. Et les procédures de recall, ça peut fonctionner. Quand on parle de 24 heures, voilà, si on est dans les quelques heures qui suivent, on peut réussir à récupérer les fonds. Mais il faut être et contacter sa banque et être extrêmement rapide. C'est vrai que c'est important, je le dis, parce qu'il nous arrive à la FTE de recevoir des appels en catastrophe où on nous demande des contacts bancaires pour aller récupérer des fonds. Ça nous est arrivé plusieurs fois et en fait, on s'aperçoit que effectivement, vous êtes chez vous, par exemple, et vous n'avez pas, le jour où la fraude arrive, vous n'avez pas sous la main, ce qu'il faut réagir en quelques secondes, vous n'avez pas sous la main les coordonnées de votre chargé bancaire. Donc, c'est vraiment un prérequis. Oui, tout à fait. Il faut l'avoir toujours sous la main. Et également, la police judiciaire également qui peut aussi vous aider. Et on a, pour le coup aussi, régulièrement des personnes qui nous appellent pour savoir qui contacter en cas de fraude. Et c'est pour ça que l'on a mis
sur le site depuis quelques années ces numéros utiles en cas de tentative de fraude. Et je profite du moment, comme nous sommes confinés, pour refaire de la publicité sur ce numéro, sur ce lien sur le site, parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelqu'un nous a demandé à nouveau ces numéros utiles parce qu'il ne les avait pas. Donc vraiment, la prévention, avoir les numéros sous la main, c'est quand même utile. Alors, c'est surtout, et c'est le premier aspect à avoir au sein d'une société, c'est avoir un plan de gestion de la crise. Parce que c'est dans la panique que vous allez mal réagir. En fait, il faut prévoir. Il faut prévoir à l'avance ce qui peut se passer et avoir, en fait, comme vous l'indiquez, téléphone, mail, les contacts privilégiés. Mais c'est ça, il faut le prévoir à l'avance. Donc, il faut créer créer un plan de crise, un plan de gestion de la crise. Et c'est pour ça que l'intérêt dans les recommandations, c'est de tester ce que vous pouvez subir, et derrière, en fonction des tests, des exercices mis en place, comment vous allez pouvoir réagir. C'est pas dans la panique que vous allez pouvoir avoir les meilleurs réflexes. Donc, les fameuses fiches réflexes que nous proposait donc justement Monsieur Peznec seront mises à disposition. On va refaire la présentation sur le site. Là, on l'a quand même posté aujourd'hui. On le diffusera dans la newsletter. L'idée, c'est de mettre au même endroit les fiches réflexes et les numéros utiles. Comme ça, vous les téléchargez et puis vous pouvez après en user, en abuser. J'espère le moins possible, mais au moins, vous les avez sous la main en cas d'urgence. Il y avait une question sur comment est-ce que vous avez comment vous évaluez les tentatives de fraude en termes de montant. Ce sont les tentatives qui vous sont signalées à la police judiciaire, ou comment vous pouvez estimer des montants s'il n'y a pas eu de fait détourné? Parce qu'en fait, dans le cadre du dépôt de plainte, si sur une tentative, le fraudeur a fourni un IBAN et a demandé le montant. Donc on se base sur ce qui a été demandé par l'escroc à la victime. D'accord. Donc ça n'inclut pas les tentatives en amont où certaines personnes ont intercepté la tentative avant. Tout à fait. On ne compte une tentative que l'escroc fournit et l'IBAN et un montant qui va avec l'IBAN. D'accord. Pour le paiement, pour que le virement puisse être effectué. Il y avait une question par rapport à votre intervention au début, c'était comment les fraudeurs récupèrent les mails des fournisseurs de nos entreprises? Alors, je vais même au-delà, comment les fraudeurs récupèrent duplicata des factures de vos clients ou des fournisseurs. C'est, comme Armelle l'indiquait aussi, à un moment donné sur un des slides, c'est l'humain. Derrière, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez en barrière cyber. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire aussi à l'humain, et c'est l'humain qui va fournir les factures. Moi, je le constate régulièrement. Je peux appeler une société, je me fais passer pour qui je suis. Mais imaginez l'escroc qui, lui, derrière, se fait passer pour le client, le fournisseur, qui peut se faire passer pour un avocat, qui peut se faire passer pour un notaire, qui peut se faire passer pour un fonctionnaire de police. Peu importe, pour la DGFiP, on l'a vu aussi, ils se font passer pour des gens de la DGFiP. Il est très facile d'obtenir des éléments par mail ou par téléphone avec l'interlocuteur. D'où l'intérêt de sensibiliser tout le monde sur la matière et de ne plus communiquer aussi aisément des éléments par téléphone ou par mail. D'accord, très clair. Une autre question qui était, alors peut-être pour les participants, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser des questions additionnelles en live. Là, pour le moment, je reprends celle que vous nous avez partagée dans le chat. Il y avait une question pour Armelle. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de sociétés ou le pourcentage de sociétés qui auraient souscrit des couvertures fraude? Est-ce que c'est un petit pourcentage? Est-ce que c'est croissant dans le temps? C'est ce que j'ai un peu évoqué avec les quelques chiffres qu'on peut trouver, à savoir que le marché de l'assurance dans ce domaine en 2018, c'était 80 millions d'euros. On dépassait 100 millions en 2019. Donc ça, d'une part.
Et puis, le fait que nous, de notre côté, on voit de plus en plus de demandes, en fait, donc ce qu'on appelle des saisines, de plus en plus d'études, de plus en plus de demandes, parce qu'il y a cette sensibilisation, d'une part. Et puis par ailleurs aussi, ce phénomène s'est encore accentué sur les derniers mois, en fait, sur les 2 mois, septembre et octobre, dans la mesure où beaucoup de nos confrères prennent un certain nombre de positions de réduction de capacité ou de modification contractuelle de primes et ou de franchises. Et donc, nous sommes sollicités par des courtiers pour apporter une autre solution d'assurance en complément ou à la place des autres assureurs, en fait. Donc, on est en plein bouleversement actuellement, avec vraiment cette prise de conscience. D'accord. Peut-être, je vois que l'heure tourne, on va peut-être prendre une dernière question, sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Une question dans le côté prévention. On sait qu'il y a des solutions comme Trustpere, SCSID qui existent. Il y en a peut-être d'autres sur le marché. Est-ce que la mise en place de ce type de solution permet de réduire les primes d'assurance? Ce sont des solutions de contrôle des billes qui bannent. Et est-ce que des sociétés qui sont dans le call les auraient mises en place et peuvent nous faire un retour sur ce type de solution? Alors, je laisse... Bon, moi, je peux répondre sur la première partie de la question, puis je laisserai après s'il y a des intervenants qui ont souscrit de telles solutions. En fait, nous, pour évaluer le montant de la prime, globalement, on évalue tous les process de la société pour voir si on est sur déjà des process qui sont relativement sécures ou non, sur les flux de la société, sur l'effectif de la société, c'est sa situation géographique aussi, si on est sur exclusivement de l'espace économique européen ou sur d'autres zones. Donc tout ça, ça a une influence sur la prime. Bien évidemment, la limite de garantie a une influence, ça va sans dire, et la construction de l'offre, à savoir le niveau de la franchise. Et après, je vais rentrer un peu dans des choses plus techniques, mais on peut aussi mettre des sous-limites qui permettent d'avoir une influence. Et bien évidemment, le fait qu'une entreprise ait souscrit des solutions comme celle-là, on peut bien évidemment penser et comprendre que le risque, même si le risque zéro n'existe pas, parce que la fraude, elle va toujours arriver quand on ne va pas appliquer les process correctement, donc toujours en situation exceptionnelle, mais ça permet effectivement de réduire la fréquence de ces types de risques. Donc ça aura de fait un impact au niveau de la prime, oui. D'accord. Donc, si dans les participants, il y a des utilisateurs de ces solutions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à témoigner la mise en place. Je laisse quelques secondes, le temps de voir si quelqu'un veut réagir. Bonsoir, ici Arnaud Dali, Société Touton à Bordeaux. Nous, en tant que Touton, nous avons souscrit à un de ces, je pense que c'est Trustpere, et c'est en cours de vérification, de test, parce que je pense qu'ils ne sont pas représentés sur la zone Amérique du Nord. C'est en cours de développement. D'accord. Donc vous, c'est parce que vous travaillez beaucoup sur l'Amérique du Nord et vous... On travaille beaucoup sur l'Amérique du Nord et l'Afrique également. D'accord. Nous sommes des négociants de matières premières et vu qu'ils ont une présence pas très importante sur ces zones géographiques, donc on hésite un peu à concrétiser cet appel d'offres. Voilà. Donc en fait, effectivement, c'était un petit peu dans toutes les solutions qui se développent. Effectivement, c'est essayer de. Il n'y aura pas une solution unique qui va couvrir tous les pays en une fois, mais effectivement, Mais nous, on aimerait déjà couvrir la zone africaine, déjà, puisque c'est là où on fait pas mal de virements. C'est de là qu'on vit nos matières premières.
et Trospel n'est pas présent sur cette zone-là. Voilà. Mais ils ont des partenaires sur place, mais ils n'ont pas une présence forte sur cette zone. Et ils nous ont dit également qu'ils sont en train de travailler sur des partenariats aux États-Unis, et ça devait être prêt cette année en 2022. Donc du coup, ça nous a retardé un peu la mise en place. Voilà. Et justement, il faut voilà, insister, plus il y aura des demandeurs, plus ils pourront développer. Et on est avec la commission voilà, lutte contre la fraude financière en échange avec effectivement ce type de solution. Et on fera sans doute voilà, un webinar ultérieurement dédié à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Armelle, tu voulais intervenir? Donc nous, oui, encore une Armelle. On est en train de négocier, enfin, on est assez avancé dans la négociation avec SCSID, qui est l'équivalent de Trosper, pour avoir beaucoup participé au développement de leur offre quand j'étais encore chez Adecco. Ce que je peux dire, c'est que Vinci et FH, Bouygues sont très engagés avec SCSID. Chez FH, tout passe par SCSID. Ils font le contrôle de leur balance fournisseur, ils font le contrôle de base fournisseur, pardon, de tous leurs paiements avant l'arrivée dans Kiriba, après leur système de... C'est pas Kiriba d'ailleurs, pardon. Avant l'arrivée dans le TMS et à la sortie de leurs paiements. Ils contrôlent tout par SIS. Donc c'est vraiment incontournable dans leur organisation. Et je sais qu'il y avait aussi... comment ça s'appelle? À Lyon. Je cherche le nom maintenant. Colas, non? Non, je pense qui fait plutôt dans la ventilation, climatisation de bâtiments industriels. Bon, ça reviendra, ça ferait Aldes, qui fonctionne aussi, qui sont très contents du fonctionnement de la solution. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la solution a été tellement bien montée que même SMA, l'assureur, a proposé une assurance pour le cas où vraiment, très exceptionnellement, il y aurait quand même une erreur. Enfin, on se retrouverait pris quand même alors que l'indice était bon. Donc, ça veut dire quand même que l'assureur qui a évidemment fortement audité la solution est très serein quant à la solidité de la solution, sachant qu'ils avancent beaucoup aussi avec les banques pour compléter leur offre avec du SEPA Mail, SEPA Mail Rubly, et ils commencent à avoir une bonne offre au niveau de l'Europe. Donc, ils couvrent aujourd'hui une très grosse partie des entreprises françaises. Et ce qui est intéressant, c'est que leur système, c'est aussi un système d'enrôlement. C'est-à-dire que si vous avez, des comptes qui ne sont pas encore répertoriés, vous créez un nouveau compte, le mieux, c'est d'aller vous enregistrer vous-même sur le système de SIS pour faire enregistrer vos comptes. Comme ça, si on essaie si quelqu'un essaie de se faire passer pour vous, ça ne marchera pas, quoi. D'accord. Donc, voilà. Intéressant. Bon, merci pour ces compléments d'éclairage sur des solutions qui existent, qui sont peut-être pas encore, qui ne sont pas une couverture géographique partout, mais qui permettent déjà de commencer à sécuriser certaines zones géographiques, certains comptes bancaires. Et on espère que, effectivement, avec ça, plus du contrôle interne et les bonnes recommandations qui nous ont été proposées, les fraudeurs seront de moins en moins successful dans leurs tentatives. Et peut-être une petite question pour la fin à Thierry, puisque je vois que leur tour, c'est est-ce qu'il y a, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le nombre de réseaux qui ont été démantelés, pour qu'on ait une note positive sur la fin en se disant que quand on porte plainte, vous arrivez à arrêter les fraudeurs? Je vous dirais plutôt, je serais plutôt sur une note négative. Ce qui est malheureux, mais non, mais c'est vrai, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. On se bat depuis 10 ans contre ces réseaux. Combien, je vous donnerai pas le nombre. Je vous en dirai que là, pendant la crise du Covid, pendant le confinement en mars-avril, on a réussi à démanteler 3 réseaux. Mais pourquoi? Parce que aussi à l'étranger, on était sur un phénomène particulier. Les groupes criminels étaient aussi confinés comme nous, donc il a été plus facile de les identifier parce qu'ils ont commis plus d'erreurs. Après, non, je vais pas être positif là-dessus. C'est pour ça qu'on vous demande de connaître ce phénomène. On vous demande de faire beaucoup de prévention, de sensibilisation interne.
vous aurez beau mettre n'importe quel outil, hein. Faut pas oublier que derrière, celui pour un changement de RIB, un changement d'IBAN, c'est une personne physique, hein, qui va le faire, hein, ça va pas se faire automatiquement. C'est une personne physique qui va valider l'intégration de cet IBAN, de nouvel IBAN, dans votre comptabilité, quel que soit l'outil vous allez avoir. Derrière, je vous dis, c'est la sensibilisation et c'est l'être humain derrière qui va commettre des erreurs. Le but, c'est qu'il en commette le moins possible. Et pour en commettre le moins possible, c'est mettre en place des actions de prévention, d'avoir un plan de crise, de gestion de crise, hein, de faire des formations régulières en interne. Et vous pourrez vous dire que vous avez mis tous les éléments de votre côté pour éviter une potentielle fraude. Très bien. Ben, merci. Coralie Chaplin qui avait levé la main, vous avez une question à poser ou un partage à nous faire? Merci. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de la conférence et des échanges. C'était très intéressant et ça nous permet de redoubler de vigilance. J'avais une question en cas de cyberattaque d'une entreprise. Est-ce qu'en général, elle continue à utiliser son TMS malgré la cyberattaque? Ou est-ce qu'il y a des solutions type proposées par le service bureau ou par Swift qui seraient disponibles et qu'on n'aurait pas encore identifié? Nous, on est en train de travailler sur un BCP en cas de cyberattaque. Je voulais savoir un petit peu si, du coup, d'autres corpos avaient travaillé sur ce sujet-là. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Si on a été attaqué, est-ce qu'on utilise le TMS? Alors, si quelqu'un, je ne sais pas si Thierry peut répondre, a déjà eu ce cas-là, ou si des entreprises peuvent témoigner. Je suis un peu sec dans ma réponse. C'est une bonne question et je sais que la commission système d'information a été questionnée plusieurs fois ces derniers temps sur ces fameux plans de continuité d'activité et je pense que c'est un sujet qui serait intéressant d'adresser entre corporates pour savoir effectivement quelles sont les bonnes pratiques. Une fois qu'on a été attaqué sur un TMS, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'il y a des plans B? Valérie, la question c'est est-ce que le TMS a été attaqué? Parce que très souvent, en fait, le TMS il est en mode SaaS et lui a souvent été protégé. Oui. En fait, ce sont nos systèmes à nous qui sont attaqués, et on en a fait l'expérience, ce sont nos systèmes à nous, et le TMS finalement reste relativement épargné. Ce qui fait que ça n'empêche pas de continuer à l'utiliser. Après, il faut s'assurer que ce qu'on va sortir de notre outil, de notre ERP comptable, par exemple, lui, n'a pas été vicié. C'est ça. Donc, l'information qu'on va pousser dans le TMS est bonne. Donc, d'où l'intérêt, par exemple, d'aller vite d'avoir un moyen de revalider tous ces IBAN fournisseurs avant de les mettre un règlement fournisseur, ou tout son fichier paye pour s'assurer que les salaires vont bien partir sur les comptes des collaborateurs et pas ailleurs. Et cela dépend si le TMS est en mode SaaS. Hein. Oui, absolument. Par contre, du coup, si le TMS est cyberattaqué, quelles sont du coup les solutions proposées sur le marché? À part ouvrir des e-banking, mais c'est vrai que quand on est une corporate internationale, on ne va pas ouvrir X e-banking. C'est assez dangereux. Et du coup, on voulait savoir s'il y avait des solutions proposées par Swift ou par le service bureau qui permettraient en fait d'être une solution alternative, quoi. Alors, c'est une bonne question que l'on va du coup prendre et adresser à notre commission système d'information pour effectivement se dire dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait le jour où notre TMS est attaqué. Merci beaucoup. Merci pour votre participation, vos questions. Donc, on transférera dans la newsletter le lien sur cette fiche fraude avec les fiches réflexes proposées par la direction centrale de la police judiciaire, ainsi que les numéros utiles. Ça vous encouragera, j'espère, à aller réfléchir sur quoi faire en cas de fraude et à être prêt à réagir au cas où. Et on espère également vous retrouver tous aux journées de la FTE. Cette année, malheureusement, pas en réunion au Palais Brognard, mais en digital. Et on sera ravis d'échanger avec vous au cours de ces journées. Et en attendant, restez bien de façon sécure chez vous et on vous espère en forme et on espère vous retrouver bientôt sur d'autres webinaires. Merci à Corinne d'avoir organisé ce séminaire, d'avoir été à l'initiative. Encore merci aux intervenants. Je voulais juste préciser qu'on avait un prochain rendez-vous le 3 décembre sur les perspectives économiques. Vu le contexte international, je pense qu'il y aura également
de la matière sur cette soirée. Donc, le 3 décembre, perspective économique, donc nouveau webinaire organisé par Corinne Poyer-Vignal, notre déléguée régionale sur la région de Clermont-Ferrand. Donc, merci Corinne de dynamiser l'activité de la FTE en cette période de confinement et on te souhaite une bonne soirée et merci.